Ce matin, il s'est produit quelque chose que selon moi, la plupart des gens vont complètement mal comprendre. Et je veux être honnête dès le départ. C'est pas une histoire compliquée. C'est en réalité une histoire très simple, mais ce sont souvent les histoires simples qui changent tout. Hier, l'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz complètement ouvert. Trump a publié « Thank you » en lettres majuscules. Les marchés boursiers ont bondi. Les prix du pétrole ont chuté. Toutes les grandes chaînes d'information ont diffusé une version du même titre. Entente conclue, guerre en train de finir, Ormuz ouvert. On aurait dit que l'Amérique avait remporté quelque chose. C'est le danger d'une stratégie menée par publication triomphale. Le titre salue la victoire avant même que la réalité soit sortie du lit. Ce matin, l'Iran l'a refermé. L'IRGC a annoncé que le contrôle du détroit d'Ormuz était revenu à son état précédent. Gestion stricte, forces armées aux commandes, navires faisant demi-tour dans le golfe Persique, pétroliers devenus invisibles. 5 navires grecs et indiens se sont dirigés vers le détroit, puis ont fait demi-tour avant d'y arriver. Un pétrolier a complètement cessé de transmettre sa position et l'IRGC a employé un mot qu'il est important de retenir. Ils n'ont pas qualifié le blocus américain d'action militaire. Ils ne l'ont pas qualifié de pression économique. Ils l'ont qualifié de piraterie et de vol maritime. C'était leur mot exact. Et voilà ce qu'il faut comprendre. J'avais dit que cela allait arriver, pas hier, pas la semaine dernière. Je le disais depuis avant le début de cette guerre parce que la structure de cette situation la rendait totalement prévisible. Et la raison pour laquelle c'était prévisible n'avait rien à voir avec la puissance militaire de l'Iran, cela avait tout à voir avec ce que la Chine a construit au cours des 10 dernières années. Alors il y a deux choses que je veux faire ici. D'abord, je veux expliquer exactement pourquoi j'ai dit que l'Iran n'abandonnerait jamais Ormuz aux conditions de l'Amérique et utiliser la théorie des jeux et l'histoire structurelle pour montrer pourquoi cette prédiction était la seule conclusion logique. Ensuite, maintenant que l'Iran l'a prouvé en 24 heures, je veux expliquer ce qui vient ensuite, parce que les événements de ce matin ne sont pas la fin de l'histoire. Ils sont le début d'une nouvelle phase que presque personne n'analyse correctement. Commençons par la prédiction, parce qu'il est important d'expliquer non seulement ce que j'ai prédit, mais aussi comment je l'ai prédit, parce que l'histoire prédictive n'est pas une devinette, c'est pas une opinion, c'est une méthode. Et si cette méthode est comprise, il devient possible de voir exactement ce qui vient ensuite. La méthode commence par une question. Que veut réellement chaque acteur? Pas ce qu'il dit vouloir. Ce qu'il veut réellement, parce que en théorie des jeux, ces deux choses sont presque toujours différentes. Que dit l'Amérique vouloir? L'Amérique dit qu'elle veut le détroit d'Ormuz ouvert. Elle veut que l'Iran abandonne son programme nucléaire. Elle veut une entente. Elle veut que la guerre prenne fin. Voilà ce que l'Amérique dit. Que veut réellement l'Amérique? L'Amérique veut démontrer qu'elle peut contrôler le plus important goulot d'étranglement énergétique du monde, qu'elle peut forcer une puissance régionale à se soumettre, que la menace de la force militaire américaine demeure l'instrument le plus puissant de la politique mondiale. L'Amérique doit le prouver non seulement à l'Iran, mais aussi à la Chine, à la Russie, à tous les pays qui regardent cette guerre et qui se demandent si la puissance américaine signifie encore ce qu'elle signifiait autrefois. Maintenant, que dit l'Iran vouloir? L'Iran dit qu'il veut la levée du blocus. Il veut le dégel de ses avoirs gelés. Il veut que le Liban soit inclus dans tout cessez-le-feu. Il veut que sa souveraineté soit reconnue. Que veut réellement l'Iran? L'Iran veut quelque chose de bien plus profond que tout cela. L'Iran veut établir de façon permanente et irréversible que le détroit d'Ormuz relève du contrôle souverain iranien. Pas seulement pendant cette guerre, mais pour toujours. En tant que caractéristique structurelle du système énergétique mondial, l'Iran veut que chaque pays qui importe du pétrole par Ormuz sache que l'autorisation iranienne est nécessaire. Parce que si cela devient la réalité établie, l'Iran se sera transformé d'État paria sous sanction en acteur stratégique indispensable. Et aucun bombardement ne pourra annuler cette transformation une fois qu'elle sera établie dans les faits. Ces deux choses, ce que veut l'Amérique et ce que veut l'Iran, sont totalement incompatibles. L'Amérique ne peut pas démontrer son contrôle sur Ormuz pendant que l'Iran y exerce une autorité souveraine. L'Iran ne peut pas établir une autorité souveraine permanente sur Ormuz alors que le blocus américain la déclare illégale. Il n'existe aucune position de compromis. Il n'existe aucun terrain d'entente qui sauve la face. L'un des deux gagne cet argument ou aucun des deux ne le gagne.
C'est pourquoi j'ai dit, il y a des mois, que l'Iran n'abandonnerait jamais Hormuz aux conditions de l'Amérique. Pas parce que l'Iran est irrationnel, pas parce que l'Iran veut la guerre, mais parce que abandonner Hormuz aux conditions de l'Amérique voudrait dire abandonner le seul point d'appui qui rend l'Iran stratégiquement pertinent. Et aucun État n'abandonne volontairement la chose qui le rend pertinent. C'est de la théorie des jeux. De la théorie des jeux toute simple. Et pourtant, Washington a continué d'agir comme si la pression maximale allait forcer l'Iran à céder. Comme si les bombardements à eux seuls pouvaient modifier le calcul stratégique de l'Iran, comme si un pays qui se bat pour sa pertinence stratégique permanente allait reculer à cause d'un blocus. La pression maximale, dans ce style de politique, signifie souvent d'abord le microphone au maximum, puis la note stratégique plus tard. Il n'a pas cédé. Et ce matin, il a prouvé. Mais voici la partie de cette histoire que la couverture médiatique dominante ne relie pas correctement. C'est la partie qui explique non seulement pourquoi l'Iran a refusé de plier, mais aussi pourquoi il a pu refuser. Parce que c'est la question à laquelle il faut répondre. L'Iran est bombardé depuis 50 jours. Son guide suprême a été tué dès le premier jour de la guerre. 13 de ses bases américaines sont partiellement ou fortement paralysées. Sa banque centrale a averti en interne que la reprise pourrait prendre 12 ans. Son économie subit la pression américaine la plus intense qu'elle ait jamais connue. Et pourtant, ce matin, l'Iran a refermé Hormuz avec assurance, sans broncher, en traitant l'Amérique de pirate. Comment un pays dans cette situation, un pays qui a encaissé 50 jours de la campagne de bombardement américaine la plus intense depuis la guerre du Golfe, peut-il refermer Hormuz et traiter l'Amérique de pirate? Quel est le fondement structurel de cette confiance? Un mot, la Chine, et je ne parle pas de la Chine au sens des gros titres. Je ne parle pas de la Chine comme d'un allié diplomatique ou d'un partenaire politique. Je parle de la Chine comme d'une architecture économique, d'une infrastructure bâtie sur une décennie que la Chine a construite précisément pour que, si ce moment arrivait un jour, si l'Amérique tentait un jour d'utiliser un blocus pour faire s'effondrer économiquement l'Iran, l'Iran ne s'effondre pas. Cette architecture ressemble à ceci. Moi, je l'appelle la décennie du silence. Et une fois qu'on la comprend, il devient impossible d'être surpris par quoi que ce soit que fait l'Iran dans ce conflit. La décennie du silence commence en 2018. C'est à ce moment-là que Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire de 2015 et a réimposé des sanctions de pression maximale contre l'Iran. À ce moment-là, la Chine a pris une décision discrète, une décision à laquelle personne à Washington ne prêtait vraiment attention à l'époque. La Chine a décidé de devenir la bouée de sauvetage économique de l'Iran, pas parce que la Chine aime l'Iran, pas parce que la Chine et l'Iran partagent de grandes valeurs communes ou un lien civilisationnel. La Chine a pris cette décision pour une seule raison, purement stratégique. La Chine importe environ un tiers de son pétrole par le détroit d'Ormuz. Toute l'économie industrielle chinoise fonctionne grâce à l'énergie qui passe par un couloir étroit de 33 km que l'Amérique a historiquement contrôlé. La Chine a calculé, et cela s'est révélé exact, que si l'Amérique parvenait un jour à transformer pleinement ce contrôle en armes, la Chine aurait de graves problèmes. Alors, la Chine a construit discrètement sur une décennie un système parallèle. La première couche de ce système, c'est l'architecture de paiement. La Chine a commencé à acheter du pétrole iranien en yuan chinois et non en dollars américains. Cela a complètement contourné le réseau financier SWIFT, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT est le système mondial de messagerie qui relie les banques et permet les paiements internationaux libellés en dollars. Les sanctions américaines fonctionnent en excluant des pays de SWIFT. Si vous ne pouvez pas recevoir de dollars, vous ne pouvez pas payer vos importations, vous ne pouvez pas financer votre armée, vous ne pouvez pas fonctionner dans l'économie moderne. Le système de paiement en yuan mis en place par la Chine pour le pétrole iranien contourne tout cela. L'Iran est payé. L'argent ne touche pas au système du dollar. L'Amérique ne peut pas y toucher. La deuxième couche, c'est la flotte fantôme. Le réseau de pétroliers chinois, que les analystes du renseignement appellent la flotte de l'ombre, a passé une décennie à perfectionner des techniques permettant de déplacer discrètement le pétrole iranien.
Des navires qui éteignent leur transpondeur du système d'identification automatique, devenant invisibles au suivi satellitaire. Des navires qui battent pavillon de pays choisis au hasard, parfois de pays sans littoral, pour dissimuler leur origine et leur propriété. Des transferts de navire à navire dans les eaux internationales près de la Malaisie, où le brut iranien est mélangé à d'autres pétroles réétiquetés comme brut malaisien, puis livré à des raffineries chinoises dites teapot, qui traitent du pétrole sous sanction, sans documentation. Les propres registres douaniers de la Chine montrent zéro importation en provenance d'Iran depuis 2022. Pourtant, les importations chinoises déclarées de brut malaisien ont atteint 1,3 million de barils par jour l'an dernier, soit plus du double de la production pétrolière totale de la Malaisie. Ce pétrole était iranien, les papiers disaient malaisien, le système a fonctionné. La troisième couche, ce sont les réserves stratégiques. La Chine est entrée dans cette guerre avec environ 1-2 milliards de barils de pétrole brut en stockage stratégique, constitué sur 2 ans grâce à l'achat discret de pétrole iranien et russe à prix fortement réduit. Quand le détroit d'Ormuz a été fermé et que les prix mondiaux du pétrole ont grimpé au-dessus de $120 le baril, la Chine n'a pas paniqué. Ses marchés sont restés stables. Ses raffineries ont continué de tourner. Son économie a continué d'avancer. Pendant que l'Europe s'affolait et que l'Agence internationale de l'énergie mettait en garde contre des pénuries de carburant d'aviation, la Chine disposait de 4 mois de couverture d'approvisionnement entreposés dans des réserves. Le choc énergétique que l'Amérique avait conçu pour mettre l'Iran à genoux n'a pas atteint la Chine. La Chine s'y était préparée. Il s'avère que les goulots d'étranglement énergétique obéissent moins bien quand l'autre camp a passé une décennie à construire autour de la conférence de presse. Et puis à la quatrième couche, celle que beaucoup de gens ne rapportent toujours pas complètement, les satellites chinois. Le satellite Toonbi, construit par l'entreprise chinoise Earth-Eye, lancé depuis le sol chinois, secrètement acquis par l'IRGC à la fin de 2024. Une résolution de 0,5 mètres par pixel, 10 fois plus nette que le meilleur satellite iranien, surveillant la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, surveillant la 5e flotte américaine à Bahreïn, surveillant les positions américaines dans toute la région, fournissant des données de ciblage en temps réel au système de frappe iranien, connecté aux renseignements satellitaires russes, créant autour de l'Iran une zone de 500 à 1000 miles où, comme l'a dit un analyste militaire américain, si l'on peut vous voir, on peut vous viser. Et l'Amérique ne peut pas détruire ses satellites sans déclencher une guerre directe avec la Chine. C'est cela, la décennie du silence. 10 ans de construction patiente, invisible, délibérée, système de paiement, flotte fantôme, réserve stratégique, réseau satellitaire. La Chine n'a jamais rien annoncé de tout cela. La Chine n'a jamais signé de traité avec l'Iran à ce sujet. La Chine a simplement construit tout cela, discrètement, échelon par échelon, couche par couche. Et ce matin, lorsque l'Iran a refermé le détroit d'Ormuz et traité l'Amérique de pirate, l'Iran l'a fait à partir du fondement structurel que la Chine avait passé une décennie à construire. Je veux aussi présenter la position américaine dans sa meilleure version, parce que je ne veux jamais qu'un argument soit accepté sans être mis à l'épreuve. L'argument américain est le suivant: la pression maximale fonctionne, le blocus étouffe l'Iran, l'économie iranienne est en grande difficulté. L'évaluation interne de la Banque centrale parle de 12 ans de reprise. Le rial a perdu 15% de sa valeur en un mois. L'Iran a lancé moins de missiles pendant la dernière semaine de la guerre que pendant la première. La pression monte. Le blocus forcera l'Iran à conclure une entente. Et c'est pas tout. L'Amérique a renvoyé plus de 10 navires au niveau du blocus. Elle a étendu son autorité d'interception à l'ensemble de la mer d'Arabie. Elle a imposé de nouvelles sanctions contre les réseaux d'expédition pétrolière iraniens. Elle se réarme. Exet a confirmé au Pentagone que l'Amérique rechargeait avec plus de puissance qu'au début de la guerre. L'Amérique ne reste pas immobile. Elle applique une pression sur tous les fronts à la fois. La pression militaire, la pression financière, la pression diplomatique via le Pakistan, la Turquie et l'Égypte, tout cela est réel, tout cela est soutenu. Et l'argument américain, c'est qu'à terme,
avant mardi, lorsque le cessez-le-feu expirera, le poids accumulé de toute cette pression brisera la résistance iranienne. Dans la version Washington vers chaîne d'info des événements, la pression n'est jamais qu'un point de presse de plus avant de devenir le destin. Cet argument n'est pas faux sur les chiffres. L'Iran subit un véritable stress économique. Les dégâts sont réels. Le blocus crée une vraie douleur. Trump a offert à l'Iran 20 milliards de dollars d'avoir gelé. Les négociations autour de ce montant étaient réelles. L'Iran discutait des conditions. Il y avait du mouvement. L'idée que la pression produit des résultats n'est pas un argument vide. Elle a des précédents historiques. La Libye en 2003, l'Afrique du Sud dans les années 1980. L'argument de la pression fonctionne parfois, mais voici ce que cet argument ne voit pas. C'est le cœur du cadre analytique que je veux présenter ici. Cet argument confond douleur et effondrement. Ce ne sont pas la même chose. La douleur signifie qu'un pays souffre. L'effondrement signifie qu'un pays ne peut plus fonctionner. La distance entre ces deux choses est précisément ce que la décennie du silence de la Chine a été conçue pour créer. Les systèmes de paiement, la flotte fantôme et les réserves stratégiques de la Chine n'ont pas empêché la douleur. L'Iran souffre, mais ils ont empêché l'effondrement. L'Iran a encore des revenus pétroliers qui circulent, pas au niveau d'avant-guerre, mais suffisamment. L'Iran a encore le soutien structurel nécessaire pour continuer à faire des choix plutôt que d'y être forcé. L'Iran a encore assez d'oxygène économique pour décider quand ouvrir Hormuz, quand le fermer, quand négocier et quand se retirer. Voilà la différence. Trump a passé 50 jours à tenter de forcer l'Iran à prendre une décision. L'Iran prend ses propres décisions. La distance entre ces deux réalités, c'est la Chine. Maintenant, je vais expliquer ce que je pense qui va se passer ensuite, parce que ce matin n'est pas un événement aléatoire. C'est un signal. Et je veux lire ce signal avec soin en utilisant le même cadre. Théorie des jeux, histoire structurelle, incitation réelle. Il y a trois possibilités structurelles à partir d'ici. La première possibilité, c'est que la pression économique franchisse enfin le seuil et que l'Iran accepte une entente avant l'expiration du cessez-le-feu mardi. Dans ce scénario, l'Iran calcule que le coût de la poursuite est désormais plus élevé que le coût de la concession. Les 20 milliards de dollars d'avoir gelé que l'Amérique offrirait deviennent décisifs. L'Iran demandait 27 milliards de dollars. L'Amérique a commencé à 6 milliards de dollars. Le point de rencontre était 20 milliards de dollars. L'Iran accepte un cadre. L'entente se conclut. Les deux camps déclarent victoire. Trump dit qu'il a gagné. L'Iran dit qu'il a défendu sa souveraineté. Et discrètement, dans les détails de toute entente, l'Iran conserve une certaine forme d'accès coordonné à Hormuz. Pas une souveraineté juridique, mais une autorité pratique. Les navires doivent se coordonner avec les forces iraniennes. Les navires doivent suivre des routes désignées par l'Iran. L'IRGC reste présent dans le détroit. L'Iran appelle cela une navigation gérée. L'Amérique appelle cela la liberté de navigation. Les deux racontent des versions différentes de la même réalité. C'est là que le scénario public devient particulièrement théâtral. Un camp proclame une victoire totale, l'autre garde le levier et les micros font semblant de ne rien voir. C'est la voie libyenne. Un pays accepte des conditions qui ressemblent à une reddition, mais qui préservent en réalité sa position stratégique fondamentale. La différence, c'est que la Libye a tout abandonné et n'a rien obtenu. L'Iran, avec le soutien de la Chine, dispose du levier nécessaire pour abandonner l'apparence tout en gardant la substance. Cette possibilité est réelle. C'est vers cela que travaille le cadre diplomatique pakistan-Gent, Égypte qui Arabie Saoudite. La deuxième possibilité, c'est que les pourparlers échouent de nouveau. Le cessez-le-feu expire mardi, sans entente. L'Amérique se retrouve face à la décision qu'elle évite depuis le début, aller plus loin dans l'escalade ou trouver une sortie qui lui sauve la face. L'escalade signifie la reprise des bombardements. Et voici ce qui rend structurellement le deuxième round différent du premier. Les villes de missiles iraniennes, les réseaux de bunkers souterrains dans les montagnes que les bombardements américains ont tenté de neutraliser, en faisant s'effondrer les entrées des tunnels, ont activement déblayé les décombres pendant le cessez-le-feu.
Les images satellites de la base de Khomeini ont montré des chargeuses frontales et des camions-bennes travaillant jour et nuit pendant la pause des combats. La moitié des lanceurs de missiles iraniens restent intacts, enterrés, mais non détruits. La Chine a fourni des tunneliers spécialement conçus pour aider l'Iran à dégager ces tunnels bloqués. La Russie a fourni une aide humanitaire comprenant des technologies essentielles à une défense aérienne intégrée. L'Iran a utilisé le cessez-le-feu exactement comme un analyste américain l'avait prédit. Il a encaissé la première attaque, s'est dégagé et il est maintenant prêt à lancer de nouveau. Le commandant de la force aérospatiale de l'IRGC a déclaré publiquement que son doigt était sur la détente et que l'organisation était en pleine préparation. Si les pourparlers échouent et que les bombardements reprennent, l'Amérique pourrait découvrir que la deuxième phase de cette guerre coûte beaucoup plus cher que la première. Le premier round a été vendu comme un final. Le deuxième, s'il arrive, viendra comme une note en bas de page à la confiance affichée plutôt par quelqu'un. La troisième possibilité, et c'est celle vers laquelle je pense que la Chine travaille activement, c'est un cessez-le-feu prolongé qui devient graduellement une réalité permanente sans jamais être appelé une entente formelle. La Chine a été en contact diplomatique quotidien avec les deux camps pendant tout ce conflit. Wang Yi a appelé directement Araki et a fait pression pour l'ouverture d'Ormuz, l'appel qui a produit l'annonce iranienne. La Chine s'est coordonnée avec la Russie. Lavrov s'est envolé vers Beijing, a rencontré Xi et ils ont confirmé que leur relation demeurait inébranlable malgré toutes les tempêtes. La Chine et le Pakistan ont présenté ensemble une initiative de paix en 5 points. L'intérêt stratégique de la Chine n'est pas qu'un camp ou l'autre l'emporte de façon décisive. L'intérêt de la Chine, c'est un Hormuz stable, un Iran survivant et un précédent démontré, visible pour tous les pays du monde, selon lequel les blocus américains ne peuvent pas fonctionner sans la coopération chinoise pour y mettre fin. Si la Chine peut obtenir un cessez-le-feu indéfini que personne n'appelle officiellement traité de paix, cela sert mieux la Chine que n'importe quelle autre issue. L'Iran survit, Hormuz rouvre, le pétrole chinois circule, et le dossier historique permanent montre que le plus important goulot d'étranglement maritime du monde a été réglé lorsque le ministre chinois des Affaires étrangères a passé un coup de fil, et non quand l'Amérique a imposé un blocus. Ce que la Chine ne dit pas dans les 72 prochaines heures a de l'importance. Parce que dans cette histoire, comme je l'ai déjà dit, le silence est le signal. Le silence de la Chine après les grands gestes iraniens a constamment été la communication diplomatique la plus forte de ce conflit. Je vais maintenant rassembler tout cela. J'ai dit que l'Iran n'abandonnerait jamais Hormuz aux conditions de l'Amérique. Je l'ai dit parce que la théorie des jeux en faisait la seule conclusion logique. Un pays n'abandonne pas volontairement la seule chose qui le rend stratégiquement pertinent. Et la capacité structurelle de l'Iran à refuser ne relevait pas de l'entêtement iranien. Elle relevait d'une infrastructure chinoise. La Chine a passé une décennie à construire l'architecture qui donnait à l'Iran l'oxygène économique nécessaire pour faire ses propres choix sous une pression américaine maximale. Des systèmes de paiement en dehors du dollar, une flotte de l'ombre qui déplaçait le pétrole de façon invisible alors que les registres officiels montraient zéro, des réserves stratégiques qui absorbaient le choc énergétique, des réseaux satellitaires qui guidaient les frappes iraniennes vers des cibles américaines, des tunneliers expédiés pour aider l'Iran à reconstruire ses villes de missiles pendant le cessez-le-feu, des avions cargo atterrissant à Téhéran avec des armes valant des milliards pendant que Trump écrivait une lettre polie à Xi et que Xi répondait en substance qu'il n'allait pas faire cela. Il existe un certain théâtre des grandes puissances qui prend une lettre polie pour un levier et une conséquence retardée pour un consentement. Ce matin, l'Iran a refermé Hormuz. En 24 heures, il a prouvé tout ce que j'avais dit sur les fondements structurels de ce conflit, pas parce que l'Iran est plus fort que l'Amérique. L'Iran n'est pas plus fort que l'Amérique au sens militaire conventionnel, mais parce que la Chine a passé une décennie à faire en sorte que la force américaine, aussi écrasante soit-elle, ne puisse pas se traduire par l'issue précise que l'Amérique cherchait à imposer. Le cessez-le-feu expire dans 3 jours. Le deuxième cycle de pourparlers n'a pas de date confirmée. Le président du Parlement iranien affirme que les règles d'Hormuz seront déterminées sur le champ de bataille. Trump dit que l'Iran a accepté toutes les conditions. L'Iran dit que les affirmations de Trump sont fausses. Des navires font demi-tour dans le golfe Persique. Et
quelque part à Beijing, dans une salle de briefing remplie de gens qui ont passé des années à concevoir exactement cette issue. Personne n'est surpris par tout cela. Voilà ce qui se produit quand un camp joue le long jeu et que l'autre joue sur Twitter. Le problème, quand on gouverne par annonce, c'est que la carte ne lit pas la publication avant de faire son prochain mouvement. C'est pas de la prophétie, c'est de la théorie des jeux et de l'histoire structurelle. La décennie du silence a produit exactement ce pourquoi elle a été conçue. Et la prochaine phase de cette histoire sera déterminée par une seule chose. Est-ce que l'Amérique finira enfin par traiter cela comme un problème États-Unis-Iran-Chine, ou continuera-t-elle d'essayer de résoudre un jeu à 3 joueurs en faisant semblant que l'un des joueurs n'est pas à la table? Toute personne qui voit cela autrement devrait le contester. Il faut lire la déclaration de l'IRGC de ce matin, il faut lire le reportage de l'Irish Times sur les navires qui font demi-tour, il faut lire le scoop d'Axios sur la négociation à 20 milliards de dollars autour de l'uranium, il faut lire ce que Galabov a dit sur le fait que l'avenir d'Ormuz se décidera sur le champ de bataille. Et ensuite, il faut reposer la même question. Si la Chine a passé une décennie à s'assurer que l'Iran n'ait jamais abandonné Ormuz aux conditions de l'Amérique, qu'a-t-elle déjà construit d'autre pour la prochaine crise que l'Amérique n'a pas encore vu venir? Parce que la décennie du silence ne s'est pas terminée avec cette guerre. Elle continue. Et quoi que la Chine soit en train de construire en ce moment, discrètement, dans la prochaine décennie, c'est cela qui déterminera le prochain moment exactement comme celui-ci.